Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mai, jour de la Sainte Gisèle. C'est la naissance d'Olympe de Gouges en 1748, considéré par beaucoup comme un précurseur du féminisme. Le 7 mai 1824, grand moment musical avec la première interprétation en public de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven au Kärntner Theater de Vienne. Dans l'actualité aujourd'hui, en moyenne, les Français ont pris 2,5 kg depuis le début du confinement. Bientôt, le régime de l'été en une des quotidiens. Qu'est-ce qui va changer au bureau? 31% des Français disent qu'ils refuseront de porter un masque au bureau. Et bonne nouvelle, nous allons peut-être avoir la fin de la réunionnite. 21% des personnes interrogées déclarent qu'elles refuseront d'assister à des meetings physiques au travail. Autre impact de la crise du Covid, les cotes de Mbappé et de Neymar pourraient baisser de plus de 20%. Bonne nouvelle pour les fans de la culture, les libraires, disquaires, bibliothèques, médiathèques, galeries d'art et musées de petite taille rouvriront à partir du 11 mai. Dans la suite de notre webcast d'hier sur comment transformer ces modèles de production, la ganterie Agnel, maison de luxe qui travaille pour Dior, Givenchy, Agnès B ou Ralph Lauren et qui d'habitude travaille le cuir, avec la crise s'est adapté et aujourd'hui produit dans ses ateliers de Saint-Junien un tout nouveau gant en tissu. Place maintenant à notre sujet du jour. Déconfinement, comment repenser l'accueil du public. J'ai le plaisir d'accueillir nos 3 associés du jour. Sébastien Leroyer, à l'Experience Center, expert en expérience client. Olivier Acide, expert en sécurité, sûreté et intelligence. Et enfin, Pascal Ansard de Stratégienne, en charge de la practice retail. Messieurs, bonjour. 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 Nous venons de publier une étude sur les comportements des consommateurs qui pose la question de l'expérience client et esquisse les premières tendances de consommation post-confinement. Pascal, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelles leçons retenir de cette étude et les principaux enseignements? Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est une étude qu'on a fait avec Kantar sur la 2e semaine d'avril. Donc ça correspondait à peu près au milieu du confinement. Une étude consommateur auprès de plus de 1000 consommateurs, France entière, représentative de l'ensemble de la population, bien évidemment, sur la consommation alimentaire et leurs habitudes pendant le confinement et leurs intentions post-confinement. Donc, le premier enseignement qui est important, c'est que bien évidemment, ça ne vous a pas échappé, le recours au digital était massif, tellement massif d'ailleurs que ça a généré d'énormes problèmes d'embouteillage à la fois dans la connexion sur les sites, mais à la fois un certain nombre de problèmes de livraison. Donc sur cette période-là, 75% des gens ont été en grande surface alimentaire, donc les grandes enseignes connues, qu'elles soient indépendantes ou de grands groupes, avec une prédominance pour le drive, puisque le drive, 24% des gens sont allés en drive. Et puis le reste, une bonne partie s'est fait livrer à domicile, hein, donc sur des proportions qui restent très très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette période-là, les augmentations de trafic ont été entre 100 et 200%, ce qui est absolument phénoménal, ce qui n'a pas été sans générer sans un certain nombre de problèmes. Par contre, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez l'intention de poursuivre vos achats sur le digital, là, on voit qu'il y a une perte d'intention, notamment liée au fait que grand nombre d'entre eux ont été déçus et que l'expérience client, et on reviendra tout à l'heure avec mes collègues, que l'expérience client finalement vécue pendant cette période-là n'a pas été forcément au rendez-vous. Elle est d'autant plus gênante que pour bon nombre d'entre eux ont été des premiers adopteurs de la méthode digitale, et notamment pas mal de personnes âgées qui se sont mis à commander via le web, soit pour une livraison à domicile, soit en se déplaçant sur le drive, et que l'expérience client n'a pas toujours été au rendez-vous. Donc l'enseignement est important pour les grandes enseignes, puisqu'il va falloir qu'ils travaillent très fortement leur expérience client future pour mieux combiner digital et non digital. Donc ça, c'est le premier renseignement. Et au-delà du rush sur le digital, qu'est-ce qui t'a le plus surpris finalement dans les résultats de cette étude?
Alors, ce qui m'a le plus surpris dans les résultats de cette étude, c'est quand on leur pose la question, quels sont finalement vos critères de choix dans la consommation alimentaire dans cette période. Alors, traditionnellement, hein, en France et depuis très longtemps, le prix est de très loin le premier critère, mais il est encore, cette fois-ci, encore dans cette période de confinement, mais alors que d'habitude, ça dépasse largement les 50%, aujourd'hui, on n'est plus qu'à 43% où on met le prix comme premier critère. Et deux critères arrivent juste derrière qui sont très très importants. Le premier est tout ce qui touche la production locale France. On est prêt à payer plus cher son panier s'il vient de France ou si c'est de la consommation locale pour 32% des personnes. Et de même, on est prêt à payer plus cher son panier s'il est bio ou il comporte des produits plus sains. Donc, si on rajoute ces deux critères-là, on voit qu'on passe à 52%, on est bien au-delà du critère prix, ce qui est très nouveau et ça confirme, je dirais, des tendances de fond dans la consommation, le mieux manger, le manger sain, le manger local. Donc, on a une attitude de plus en plus responsable et le confinement a probablement et même sûrement, et j'ai envie de dire tant mieux, accélérer cette tendance. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la suite, notamment en termes de sécurité, de santé? Est-ce que là aussi, tu vois déjà des tendances qui se dégagent? Absolument, absolument. C'est un des enseignements de cette étude, c'est que l'ensemble des consommateurs vont privilégier à l'avenir, et ils le disent, ils l'affirment, vont privilégier à l'avenir des endroits où l'ensemble des règles de sécurité, les gestes barrières, sur lesquels Olivier va revenir plus largement derrière moi, vont être respectés et où l'expérience client, c'est-à-dire qu'on veut combiner à la fois une bonne expérience client, on sait qu'on va faire des queues, on sait qu'on va faire des attentes, que ce soit en dehors du magasin ou dans le magasin, mais on veut être en sécurité et avoir la possibilité de vivre une expérience client qui reste mémorable. Donc, il va falloir concilier efficacité, sécurité et satisfaction client. Merci beaucoup, c'est très clair. Et peut-être du coup, passons sur ces sujets de sécurité. Olivier, qu'est-ce qu'il faut anticiper dans les prochaines semaines sur ces sujets du coup avec le déconfinement? Excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct. Il n'y a pas de problème. Dans les prochaines semaines ou même peut-être dans les prochains mois, les problématiques qui vont se poser, on a des problématiques de santé, sécurité d'un côté et des problématiques que je pourrais qualifier de sûreté de l'autre. Et on risque d'avoir des tensions quand même. On revoit les flux, on réorganise, on réagence. Donc, on a le risque, si on refait un peu une cartographie des risques, d'avoir des risques d'incivilité assez forts sur un certain nombre d'espaces recevant du public. On risque d'avoir du vandalisme et on commence d'ailleurs à en voir sur certains sites. Et puis, évidemment, la question se pose, et je pense notamment dans le domaine du luxe, du retail, de la question des vols. C'est-à-dire que tu vas évidemment avoir des gens qui ont des masques, qui seront donc pas reconnaissables et qui vont pouvoir jouer de ça. Et donc, évidemment, il faut avoir une démarche et les entreprises recevant du public devront avoir une démarche globale en matière de sécurité, à la fois penser évidemment aux problématiques sanitaires, mais aussi bien avoir à l'esprit les problématiques de malveillance, puisqu'elles seront consubstantielles, c'est-à-dire que tu pourras pas des gens qui mettent en place des mesures de sécurité, des gestes barrières, c'est-à-dire que ils vont avoir des personnes qui ne pourront pas être contrôlées au même niveau de sécurité que ça pouvait l'être avant. Avec en plus des personnes masquées, évidemment, ça va entraîner des problématiques de sûreté. Donc, il faut vraiment avoir cette vision globale des problématiques de sécurité et de sûreté. Mais alors, du coup, quelles mesures est-ce qu'on peut mettre en place dans les magasins? Est-ce que là aussi, tu as des conseils à partager ou des thèmes sur lesquels il faut être très attentif? Alors, ce point est extrêmement important. On a le protocole du ministère du Travail qui a été affiché et donc tout le monde connaît à peu près. Mais je pense qu'il faut sortir du protocole et avoir une vraie stratégie globale en la matière, avec une organisation clairement
défini au niveau central qui évalue évidemment l'ensemble des risques, mais aussi au niveau terrain. Avec, on pense souvent à la technologie, on parle de caméras thermiques, on parle voilà de mesures matérielles, mais il faut mettre de l'humain, il va falloir mettre en place des référents sécurité, il faut bien penser à ça, c'est-à-dire vos sites, il va falloir des référents sécurité, il va falloir faire de la formation, de la sensibilisation, c'est pas uniquement en voyant un PowerPoint au magasin pour leur dire voilà les mesures, mais il va falloir former les personnels. On le voit d'ailleurs, on le voit dans le retail déjà actuellement. Les gens sont pas bien formés, ils sont pas assez sensibilisés, ils connaissent pas les gestes barrières, ils savent pas faire, et donc il va falloir mettre en place des formations aussi pour s'assurer qu'ils se sont bien appropriés. Il va falloir évidemment derrière contrôler par des audits internes ou externes. Et puis aussi, c'est un peu la boucle PDCA et c'est extrêmement important, c'est-à-dire tu vas mettre en place ton organisation, tu vas mettre en place tes mesures, tu vas les vérifier et puis aussi tu vas les faire évoluer, puisqu'on se rend bien compte qu'on va marcher par essai-erreur, et puis on va aussi se benchmarker, on va regarder ce que les autres font, on va voir ce qui fonctionne pas. Mais il est extrêmement important et de pas penser, il y a une tendance à penser tout technologique, et aujourd'hui il y a l'humain, c'est-à-dire il faut vraiment penser à mettre en place sur chacun des sites des référents, des personnes formées à des référents sécurité, santé, sûreté, et puis aussi de faire évoluer le dispositif. Ça ne sera pas un dispositif figé, mais qui va se nourrir aussi des erreurs et aussi des bonnes pratiques qu'on pourra voir. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques exemples déjà de discussions que tu as avec un certain nombre de clients là-dessus? Oui, là on est en discussion avec les hôtels Hyatt sur ces problématiques de sécurité, et donc on les accompagne à définir leur stratégie globale en matière de sécurité, et comme je te le disais, bien avec à la fois cette vision stratégique, avoir une organisation centrale intégrée à la fois sur les aspects de santé, sécurité, mais aussi de sûreté, et puis aussi au niveau terrain. C'est comment je décline ça avec des responsables hygiène et sécurité, avec des audits réguliers, avec quel type de formation aussi. Et donc, on va mettre en place du micro-learning pour eux, et aussi voilà des audits, et je te dis cette boucle PDCA dont j'ai parlé, dont certains doivent être familiers, c'est-à-dire on progresse, le dispositif est là pour progresser en fonction de l'évolution à la fois du virus et puis des erreurs qu'on aura pu commettre. D'accord, donc je retiens en fait d'être assez agile finalement et de s'adapter en fonction des circonstances et de comment les choses vont évoluer. Peut-être maintenant, Sébastien, passons à la partie plus expérience client, parce qu'en fait, quand je vous entends tous, on a quand même beaucoup de sujets autour de l'accueil du public. Qu'est-ce que ça veut dire plus globalement en fait sur la façon dont on accueille le public? Comment réouvrir ces lieux au public? Oui, je crois que bonjour à tous. Déjà, je crois qu'effectivement, Pascal a déjà bien introduit la question, notamment dans le retail où les lieux sont souvent restés ouverts. Il y a eu une dégradation de l'expérience client, mais au-delà de ça, finalement, cette question, elle va toucher tous les lieux qui accueillent du public, qui sont tous impactés. Donc le retail, bien sûr, mais le luxe, les transports, les loisirs, l'hôtellerie, l'événementiel culturel et sportif. Alors évidemment, pour certains, ça va être plus compliqué parce que plus il y a de l'affluence, plus il y a de proximité, plus la donne est complexe à gérer. C'est difficile, je commence par dire ça parce que ça va être difficile de faire des prévisions d'affluence, de comportement. Mais ce qu'on voit bien, c'est que les expériences clients, les expériences usagers, elles vont être durablement impactées. En tout cas, on part de cette hypothèse-là. Donc, quelque part, nous, dans les discussions qu'on a avec nos clients, il y a un peu deux horizons de temps. À court terme, il faut assurer la réouverture ou la réouverture plus large, avec une logique presque de checklist et de mise en conformité. Et puis, il y a quand même une réflexion un peu plus de moyen terme, se dire qu'il faut proposer, Pascal l'évoquait, des expériences qui soient à la fois sécurisées, mais qui restent désirables, mémorables. Donc, l'enjeu derrière tout ça, c'est comment on relance la fréquentation, comment on rassure les publics et comment est-ce qu'on crée de bonnes conditions pour l'accès aux produits, aux services, en ayant en tête qu'en Chine, quand ça a réouvert, il y a quand même eu un drop de 40% de fréquentation. Donc voilà, l'enjeu, c'est comment réattirer ces publics.
Et voilà. Et on pense que quelque part, ce sujet d'expérience client, il va être business critical pour gérer cette nouvelle donne. Si je devais prendre qu'un exemple, si on est un organisateur de salon, voilà, repenser ce que c'est que l'organisation d'un salon dans une donne post-Covid, c'est totalement business critical pour relancer la machine. Donc voilà un peu le sujet qui est derrière l'expérience client. Mais du coup, ça veut probablement dire inventer des parcours complètement différents, parce que finalement, le parcours client qu'avant on imaginait dans le lieu où il achète, maintenant, il doit avoir lieu aussi avant, après. Enfin, c'est un changement majeur, j'imagine, dans le parcours client. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que finalement cette nouvelle donne, elle touche, j'allais dire toutes les étapes du parcours. Et nous, c'est un peu notre métier à Experience Center de regarder les usages, les parcours. Et ce qu'on voit, et je vais donner quelques exemples, c'est que chaque étape est impactée. Et en tout cas, il faut repenser toutes ces étapes. Donc, si on parle de l'accueil, il y a déjà, Pascal l'évoquait un peu tout à l'heure, un déport d'une partie des flux. Enfin, il y a une réflexion à avoir sur comment déporter une partie des flux. Et on voit que beaucoup d'enseignes se sont orientées, comme Boulanger, Intersport, Kiabi ou d'autres, sur la réouverture en réorganisant des logiques de drive ou de drive piéton. Donc, ça a accéléré ces logiques de click and collect. On voit aussi beaucoup d'acteurs qui repensent les parcours en individualisant, en recréant des logiques de prise de rendez-vous et de relations one-to-one avec les conseillers. On a des enseignes finalement qui ne permettent d'accéder à l'enseigne que dans une logique one-to-one avec une prise en charge du début du parcours jusqu'à la fin par un conseiller. On voit aussi émerger un peu des réflexions sur comment est-ce qu'on exploite utilement le temps d'attente, ou comment est-ce qu'on peut le valoriser. Pour un parc d'attractions, c'est super important de se dire, je vais avoir des temps d'attente plus importants, comment je peux en faire des temps récréatifs ou des temps d'expérience et pas juste des temps vécus comme des moments painful. Voilà, il y a plein d'exemples sur les parcours. La question des contrôles, on en parle beaucoup avec Olivier et avec ses clients. Comment rendre les contrôles sanitaires beaucoup plus fluides? Donc, on voit pas mal d'expérimentations autour des sas, de désinfection, pour rester dans une logique de flux, pas ralentir les flux. Donc tout ça, c'est assez structurant. Il y a évidemment toutes les expériences de paiement et de caisse. Donc je pense qu'on va avoir une accélération des logiques de scan produit, des logiques de caisse volante. On va essayer de limiter le recours au cash. Donc tout ça, on voit, voilà, finalement, si on prend chaque étape du parcours, il va falloir la repenser avec une logique de fluidité, moins de proximité. Et on peut dire aussi que quelque part, ça incite, si on le voit positivement, ça va inciter à la créativité. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, penser une expérience à l'extérieur d'un lieu physique? Parce que il faut aussi l'anticiper, cette question-là. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder. Donc il y a l'urgence, la checklist du déconfinement, mais il y a le temps d'après et faire en sorte que cette expérience-là, elle donne envie de revenir, quoi, en gros. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que quand on t'entend, le parcours client ne sera plus du tout le même demain qu'il n'est aujourd'hui, avec des étapes qui n'existaient pas, qui aujourd'hui vont être intégrées dedans. Je pense notamment à ces fameux temps d'attente et ces temps de contrôle. Comment faire finalement? Quelle méthode est-ce qu'il faut mettre en place? Je pense qu'il y a clairement une réflexion, et là, quelque part, c'est un peu notre ADN chez nous, mais il y a clairement une réflexion sur les parcours et centrée sur les usages à avoir. Parce que effectivement, il va falloir apprendre, on va déconfiner, on va confronter les usagers à une nouvelle réalité, les clients, et il va falloir apprendre de ça. Donc, je pense qu'il va falloir observer sur le terrain, regarder où c'est compliqué dans les parcours, où il y a des frottements, et repenser les points un peu critiques de l'expérience, donc les moments clés de l'expérience, et prioriser là-dessus. Après, je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas qu'une réflexion de gestes sanitaires, c'est une réflexion qui va toucher à la techno, parce que derrière ça, si on veut faire de la prise de rendez-vous, si on veut faire du sans contact, il y a des roadmaps d'IT, de techno. Il faut prendre en compte les logiques d'organisation des espaces physiques. Si je veux reconfigurer mes magasins à l'échelle nationale, c'est évidemment une donne à prendre en compte. Il y a une dimension très forte, Olivier l'a mentionné, sur les personnes et sur l'évolution des modes de comportement et des postures. Et je pense aussi, on l'a pas évoqué, mais sur le côté acceptabilité, parce il va falloir protéger les collaborateurs qui sont en première ligne. Voilà, des sujets aussi de logistique, de back-office, des sujets de communication, parce que tout ce qu'on va changer, il va falloir l'expliquer. Donc c'est très large. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas sur un sujet un peu pointu et de technicien. On est sur un sujet global. Et il faut voilà, la méthode, c'est observer, penser un parcours de bout en bout
différemment, le tester sur le terrain et l'améliorer, et surtout coordonner toutes les actions pour bien déployer ces nouvelles expériences. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, je vois que nous avons quelques questions du public. Une première question, c'est est-ce que le secteur du luxe va arriver à s'adapter à ces nouvelles règles, parce qu'il semble que c'est assez peu compatible avec l'expérience client qu'ils ont l'habitude d'offrir à leurs clients. Est-ce que l'un de vous, messieurs, veut prendre cette question? Je veux bien tenter, je laisserai volontiers Olivier et Pascal rebondir. Alors, je veux surtout pas me risquer à l'exercice de la certitude, donc je vais pas afficher de certitude, mais en tout cas dans les discussions qu'on a avec les acteurs du luxe, je pense qu'un des enjeux, c'est de quelque part faire en sorte que cette sécurité, elle soit, comment on pourrait dire, embarquée, qu'elle soit furtive, elle soit prédonnée. Donc, c'est comment ne pas dégrader une expérience qui, par essence, doit être du domaine du plaisir par cette notion du geste barrière et cette notion de la règle. Donc voilà, c'est un peu là-dessus que les acteurs du luxe vont. Enfin, c'est ça qui est un peu spécifique dans la réflexion des acteurs du luxe. Après, je dirais qu'ils ont aussi quelques atouts. Ils ont probablement des capacités d'accueil qui sont moins bordées par des logiques d'affluence très fortes. Donc voilà, ils sont peut-être aussi bien armés pour ça. La dimension conseil est aussi probablement plus forte dans cette industrie. Donc voilà. En tout cas, voilà, la discussion pour moi, elle porte beaucoup sur ça. J'abonde sur ce que vient de dire Sébastien. Je pense que le luxe est déjà habitué à travailler avec des filtrages à l'entrée de ses magasins et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de clients et de consommateurs avec un temps spécifique des conseillers ou des conseillères clientes qui portent le produit, qui les amènent, qui les nettoient, etc. Donc, je veux dire, ils sont peut-être probablement mieux préparés que sur un retail de masse où là, il va falloir faire face à l'affluence et éventuellement au self-service, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là, nous avons une autre question sur la préférence pour les produits locaux, semble très répandue en Europe. Croyez-vous que ce développement perdurera? Alors moi, par rapport à cette question, j'ai deux éléments de réponse. D'abord, y compris par rapport à l'enquête, je pense qu'il y a un côté émotionnel très fort aujourd'hui qui fait que lorsqu'on répond à toutes ces questions dans cette période de confinement, dans cette période de crise, on a tendance à avoir des réflexes et faire parler son émotion plus que la raison. Ce qui explique quand même il y a une montée très forte à la fois du local, à la fois du sain, du bio, etc. Je pense qu'il va en rester pas mal de choses et je pense que cette tendance était déjà très fortement ancrée, j'ai envie de dire, depuis 18 à 24 mois, en Europe de manière générale, mais en France en particulier, je pense. Donc, il en restera pas mal de choses. Après, le deuxième élément de réponse, et Sébastien l'a apporté tout à l'heure, c'est l'expérience client. Si l'expérience client du manger local n'est pas à la hauteur des attentes, on s'en détournera. Donc il faut que la qualité soit là, il faut que le service soit là, et il faut que cette expérience-là soit vécue de façon agréable. Alors, nous avons une autre question, je vous la livre, messieurs. Cette nouvelle notion exacerbée de file d'attente, prise de rendez-vous et autres coupe-fil, pensez-vous que c'est un travail de chaque retailer ou que devrait émerger une solution user-centric sur laquelle les retailers devraient se connecter? Finalement, est-ce qu'on devrait imaginer une solution globale ou est-ce que c'est libre à chacun d'organiser ces différents moments? Je peux tenter un élément de réponse, mais ça, j'allais dire, ça va être une logique de dynamique de marché. Il va y avoir des besoins qui vont être communs à tous et des acteurs innovants pour y répondre. Il y a déjà des solutions de gestion de fil, de prise de rendez-vous, mais je pense que quelque part, ça va accélérer la proposition de valeur de ces acteurs-là. Donc, j'ai envie de dire que c'est comme ça que ça va se jouer, par une logique économique et de valeur de ces acteurs-là. Pour vous donner un autre exemple, nous on discutait récemment avec des acteurs du public sur des logiques de mutualisation. On s'aperçoit que les opérateurs publics, ils ont tous un peu les mêmes besoins et ils commençaient à réfléchir de est-ce qu'on pourrait mutualiser des actions pour justement avoir des outils de prise de rendez-vous, de choses comme ça communs. Donc, en tout cas, du fait qu'on va tous avoir ils vont tous avoir des besoins communs, ça va faire effectivement émerger des acteurs plus fortement.
Et alors, une dernière question qui me tient particulièrement à cœur, vous allez comprendre pourquoi. Comment gérer la sécurité dans les expériences de dégustation alimentaire pour les gourmands et plus particulièrement sur le vin? Wow. Oula. Difficile, hein? Oui. J'imagine que ça correspond un peu à ce que disait Olivier au départ sur assurer la sécurité dans les magasins, donc tous les gestes barrières, former le personnel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que toute cette partie-là d'expérience, toutes les règles de sécurité sanitaire devront être mises en place. Donc, ça va sans doute limiter le nombre de candidats. Je pense que les premières expériences, si elles ont été satisfaisantes, encore une fois, on y reviendra. On va apprendre aussi pour gérer ces gestes-là et faire en sorte que ça reste une expérience, encore une fois, qui soit mémorable. Bon, mais alors, effectivement, tout ce qui touche le conseil, le goût, etc., risque de perdre un petit peu, dans un premier temps, j'ai envie de dire, de l'impact pour revenir, à mon avis, très vite, parce que le conseil client fait partie maintenant aujourd'hui de ce qu'on attend. Eh bien, écoutez, sur cette dernière question, messieurs, je voudrais vous remercier pour vos éclairages aujourd'hui très précieux sur ce sujet de comment faire revenir le public. Merci encore de vous être connectés à PwC en direct. On est toujours très heureux de vous retrouver. Vous devez voir l'enquête de satisfaction à droite. On est très content d'avoir vos retours qui sont très précieux pour nous pour continuer à nous améliorer. Et il me reste à vous souhaiter une très très belle journée et je vous donne rendez-vous cet après-midi pour découvrir le programme de la semaine prochaine qui j'espère vous passionnera autant que celui de cette semaine. Belle journée à tous. Au revoir. Au revoir.